Il négociera en 2014 à la hauteur de la table, à la hauteur de l'eau. Bonjour à tous. On parle évidemment de leçons du Covid dans cette émission Les Experts pendant tout l'été. Et aujourd'hui, on va parler des leçons en matière de comportement de consommation. Le printemps, donc, c'était le confinement. Maintenant, c'est le déconfinement. Et on prend l'hélicoptère, on prend un peu de distance. Et on va essayer de tirer donc les leçons de consommation du Covid-19. Et pour cela, on a un invité, Jean-Philippe Ducard. Bonjour, le porte-parole de Testachat. Bonjour, bonjour. Nous avons également comme expert Céline Druet, journaliste et communicante. Bonjour. Bonjour. Et Mateusz Kukulka, que moi j'appelle le Digital Geek, mais qui aime bien s'appeler le Digital Jedi lui-même. Bonjour Mateusz. Salut. Alors donc, on verra un peu, en parlant de consommation, quelles sont les habitudes des uns et des autres. Et déjà sur le plateau, on sentait avant que l'émission commence que les habitudes n'étaient pas les mêmes. On va parler notamment de 3 questions. On va parler de l'e-commerce et du circuit court. On va parler également des avions, des voyages. Comment seront-ils dans les mois à venir? Et puis on va aussi parler de cette maladie du début du confinement, c'est-à-dire le stockage, notamment de PQ. On passe d'abord à notre premier thème. La première question, qu'est-ce qu'il faut favoriser, les circuits courts ou l'e-commerce? Du point de vue du consommateur, qu'est-ce qu'il y a de mieux, Jean-Philippe Ducard? Je veux dire, idéalement, fondamentalement, les circuits courts doivent se développer. Je pense que s'il y a une leçon du Covid, c'est qu'on ne peut plus faire tout de la même manière comme avant. On doit changer certaines choses. On doit aussi, quelque part, anticiper, se protéger. Parce qu'on l'a vu, quand il s'agit d'amener certains produits sur le marché, les frontières se ferment, c'est terminé, les produits chinois et ainsi de suite ne sont plus acheminés. Donc, à un moment donné, les consommateurs se sont rendus compte qu'il y avait quand même un réel problème, que notre business model, notre vie en société, le monde de la consommation ne tournait pas toujours de manière tout à fait optimale. Et donc, voilà, donc les circuits courts, c'est quelque chose qui doit être sérieusement envisagé, qui est de plus en plus demandé, attendu par les consommateurs. Le problème, c'est à la fois l'information sur la provenance, notamment des produits, et d'autre part, c'est la disponibilité. Donc vous habitez la ville, on habite ici, on est à Bruxelles, c'est pas toujours évident de privilégier absolument les circuits courts au sens strict du circuit court, comme on l'entend. Ça, c'est pour la des personne produits frais. Voilà, oui, mais pour le frais, oui, voilà. Oui, mais le consommateur se tourne d'abord pour les circuits courts, se tourne d'abord vers l'alimentaire. On parle essentiellement de l'alimentaire. Mais les consommateurs sont prêts. Donc, on a réalisé une enquête il n'y a pas longtemps à ce propos. On est aux alentours de 60-70% de personnes qui sont prêtes à changer un certain nombre de leurs habitudes par rapport à simplement, de manière assez fainéante, aller dans un grand magasin et acheter le premier truc venu, le premier prix, le premier produit sous la main. On a quand même vu beaucoup de producteurs de circuits courts qui ont dit on a eu beaucoup de monde et puis dès que tout a été déconfiné, les gens venaient plus chez nous, ils retournaient dans les supermarchés. J'ai entendu évidemment la même chose. Il y a toute une série de plaintes des producteurs qui se disent waouh, on a eu une espèce de mobilisation, de raz-de-marée en faveur des producteurs belges, wallons, voire bruxellois, enfin en tout cas des circuits courts. Et puis tout d'un coup, la machine a commencé à se ralentir et c'est assez ça c'est problématique évidemment. Quand je disais l'information tout à l'heure, c'est l'information et la sensibilisation. C'est continuer sur la lame de fond, privilégier un certain nombre de modes. On va parler sans doute de l'e-commerce. Mais pourquoi ne pas privilégier aussi l'e-commerce plutôt belge, donc c'est une option. L'e-commerce local. Voilà, plutôt que Amazon ou des grands acteurs de ce type. Donc voilà, donc ça c'est. Mais en termes d'information, de sensibilisation, on a beau taper sur le clou, c'est pas toujours évident. Donc le soufflet a tendance à retomber peut-être un peu trop vite. Alors Céline, dans votre cas, le soufflet est retombé ou est-ce que vous êtes toujours au circuit court? Comment ça se passe? J'essaye de faire un maximum. Je ne suis pas plus catholique que le pape, qu'on soit bien d'accord. Par contre, durant ce confinement, il y a quand même eu... à la maison, je le vois, on a quand même beaucoup commandé sur Internet et commandé des tas de produits parce que les magasins étaient fermés et que du coup on en avait besoin. C'est bête, mais en confinement, avoir une roue de vélo pétée, c'est proche de l'apocalypse. Donc c'était très très bien de pouvoir s'en procurer. Maintenant que c'est fini, avec un peu de recul, dans la vie de tous les jours, continuer à consommer et à commander des produits sur Internet, pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? C'est là que je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les deux, c'est que les circuits courts, je trouve que ça doit être une fin en soi. C'est privilégier le social, c'est privilégier le local, c'est diminuer son impact environnemental souvent, c'est génial.
Mais en fait, les commandes en ligne et le commerce en ligne est un outil plus qu'une fin en soi et peut être un outil, un formidable outil au service des circuits courts. Notamment, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a cette plateforme jeconsommelocal.be. C'est absolument fantastique. Ça reprend toutes les différentes coopératives, associations, petits magasins, fermes qui proposent justement de travailler en circuit court et où il y a moyen de commander par Internet. Il y a même des réductions si on commande groupé avec ses voisins. Il faut mettre les deux ensemble. Exactement. Et vous, Mathéo Choukoulka? Moi, je voulais réagir justement au fait que après le déconfinement, des gens ont moins été achetés chez les producteurs. Il ne faut pas oublier qu'on a demandé aux gens de consommer dans l'Horeca aussi. Oui. Et que l'Horeca a eu un retour, il y a eu un retour, il y a le retour du travail et je pense aussi que moi je vois bien, moi je fais du circuit, près de chez moi j'ai plein de commerces de proximité, donc moi je ne vais plus en grande surface depuis très longtemps, donc moi le confinement n'a fait que appuyer ce que je faisais déjà depuis longtemps. Le commerce de proximité, c'est pas nécessairement le circuit court non plus. Oui, mais en tout cas ceux dont je parle c'est du circuit court. Et après... Vous utilisez quand même beaucoup, vous, l'achat à distance, non? Jamais. Non. Pas du tout. Mais l'achat à distance, pour le moment, lorsqu'on voit les chiffres d'affaires des magasins, donc on a eu le retour dans les magasins, donc la rue Neuve et ainsi de suite, ça repart pas, ça ne reprend pas. Beaucoup de consommateurs se sont tournés, parce que beaucoup de consommateurs se sont tournés vers l'e-commerce. Oui, ça, c'est évident. Il y a beaucoup de consommateurs qui nous disent « Moi, je ne remets pas les pieds dans les magasins pour le moment. » Parce qu'ils ont peur au niveau sanitaire. Il y a une crainte, mais il y a aussi une prise d'habitude. Les 3 mois ou les 4 mois ici de confinement ont incité un certain nombre de consommateurs à se tourner vers le commerce à distance, ce qu'ils ne faisaient peut-être pas avant. Après, il faut savoir c'est que la Belgique est un pays qui est à la traîne au niveau e-commerce, ça depuis longtemps. Il y a eu d'abord le fait que il a fallu très longtemps, les gens ne voulaient pas utiliser de carte de crédit pendant très longtemps. Maintenant, ça marche mieux depuis un peu moins de 10 ans. Parce qu'on peut plus payer... 20% chaque année. Quand même. Oui, mais c'est une augmentation. Mais par rapport aux autres pays, la Belgique n'est clairement pas à la tête. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que y a aussi eu, c'est qu'il faut s'habituer. Pendant le confinement, les gens étaient chez eux et donc on allait. En fait, il faut trouver une dynamique pour acheter en circuit court. Parce qu'aller chez le boucher, c'est pas compliqué. Si jamais je suis pressé, je vais au Petit Deleuze, ça prend 30 minutes. Si je fais le tour des magasins, ça met 1h30. Et donc, c'est une question de dynamique à trouver. Et je pense qu'au sortir du déconfinement, les gens ont dû recommencer à travailler. Il y a eu beaucoup de choses, les enfants, il y a eu beaucoup de trucs. Donc, on verra. Je pense qu'on pourra voir à la fin de l'année s'il y a eu une... on n'a pas encore les chiffres pour l'e-commerce. Donc, on a les chiffres du premier trimestre pour le moment, qui sont déjà des chiffres très, très élevés par rapport à l'année passée. Mais je veux dire aussi pour le commerce local, je pense aussi que les gens ont goûté, mais je pense qu'ils doivent arriver dans leur routine quotidienne à faire leurs courses différemment et ça prend plus de temps et donc il faut arriver à l'intercaler. Mais sur l'attractivité des commerces physiques, l'attractivité de l'Horeca par exemple aujourd'hui, vous travaillez de temps en temps dans l'Horeca, Céline, est-ce que vous vous rendez compte que les gens viennent facilement ou bien ils préfèrent faire des fêtes dans la rue ou ailleurs? Est-ce qu'il y a une crainte aussi au niveau sanitaire? Est-ce que vous la voyez vous? Alors je ne suis pas du tout représentative de tout l'Horeca, qu'on soit bien d'accord, donc je vais vraiment parler de, en tout cas moi, l'établissement, la brasserie où je travaille. On a beaucoup de monde qui vient, surtout le soir. Le midi, généralement, c'était quand même des repas plus professionnels. Et donc, à ce moment-là, on voit disparu, mais comme je suis sur Louvain-la-Neuve, on sent que l'université n'a pas repris, que le zoning, ça reste beaucoup de télétravail. Donc, on a beaucoup moins de monde à midi. Et le soir, le soir, ça reprend super. Et je crois qu'il y a vraiment une vraie volonté des gens de se retrouver dans un bar, parce qu'un bar, en fait, c'est rassurant, parce qu'un bar, c'est la vie, parce qu'un bar, c'est le contact, c'est la musique, c'est boire une bière. Alors, c'est impressionnant, par contre, à quel point la plupart des clients, en tout cas, quand ils rentrent, passer la porte du bar... Covid, jamais entendu parler. Hein. Les barrières, les mesures barrières, ça tombe complètement à l'eau. Personne, évidemment, ne porte de masque. Tout le monde parle entre eux aux tables. Vous devez porter un masque. Alors oui, on doit porter un masque. D'ailleurs, si je puis le dire, essayez, s'il vous plaît, et je m'adresse à tous les clients qui vont dans l'Horeca, de respecter les serveurs, les barman et toutes les personnes qui travaillent dedans, parce que c'est très très embêtant, pour le dire hyper poliment, de devoir travailler avec un masque. Donc ça vaut la peine quand même de garder certaines distances. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'au moment du couvre-feu, donc à 1h, on est obligé de fermer. Là, tout le monde est super respectueux.
Ouais, Mathéo, c'est pas toujours le cas à Bruxelles. Hein. On voit à Excel où là, le couvre-feu ne couvre rien du tout. Hein. Oui, je pense qu'on a eu... en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu des débordements à Excel, à Anderlecht, et encore, à mon avis, dans beaucoup d'autres endroits où ça a été moins spectaculaire. Je pense aussi qu'il y a des gens qui... En Angleterre, ils ont dit que la gestion du Covid allait durer 6-8 mois. Et ici, on a dit, voilà, il y a eu cette espèce de... On a dit, dans 2 ou 3 semaines, c'est fini. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ça a été fini, ils avaient envie de faire la fête et on a lâché les chevaux, quoi. On a cru qu'au premier signe de déconfinement, ça voulait dire que c'était un déconfinement total. Oui, et les conditions dans le RICAN ne sont pas tout à fait normales non plus, puisqu'on a les masques par les serveurs, des séparations, moins de tables et ainsi de suite. Donc c'est la convivialité, elle va revenir petit à petit, mais c'est pas nécessairement le cas. Ça dépend. Les bars, oui. Il y a des bars, peut-être plus. Ils ont du mal. Les restaurants, par exemple, où on faisait, les restaurants non, mais les bars où on faisait d'office service au bar, les serveurs, ils peuvent pas dire toutes les 2 secondes, ah non, ça allait. Enfin, les gens, ils viennent au bar, c'est très compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué à gérer. On va passer à notre deuxième question à présent, notre deuxième thème. Va-t-on encore voyager, dorénavant voyager, et surtout voyager en avion? Est-ce qu'on va voir la fin du low cost et la fin du voyage en avion, Jean-Philippe Ducard? On verra. Moi, je peux pas encore annoncer le retour ou la fin. Je peux simplement dire que ça va repartir, mais très 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 lentement. On a eu des offres, mais ils se sont un peu cassés la figure parce que les consommateurs ont réservé et puis finalement ces vols ont été annulés. Donc évidemment, ça donne une très mauvaise image, très mauvaise réputation du secteur. Ça, c'était un élément quand même important. Ils ont perdu leur crédibilité. Ils ont perdu un peu de crédibilité dans l'histoire, alors même qu'ils sont déjà aux abois, qu'ils sont déjà vraiment en grosse difficulté. Et ce qu'on craint en fait dans le secteur du voyage, c'est l'effet domino. À la première faillite, que ce soit un gros tour opérateur. On a déjà une faillite de tour opérateur l'année dernière. Thomas Cook, c'était déjà pas... on parle ici évidemment du voyage de masse, les packages, les voyages à forfait. Mais imaginons une compagnie aérienne ou un tour opérateur qui tombe en faillite, ça va être la catastrophe. Donc ça va entraîner les agences de voyage, ça va entraîner toute une série d'autres acteurs, de sous-traitants aussi, les prestataires sur place qui vont évidemment ne plus pouvoir travailler. C'est ça que vous dites, il faut essayer de les maintenir. Ça, c'est un choix politique. Moi, j'ai pas à m'immiscer dans non, mais pour le consommateur, dans l'état actuel des choses, à court terme, je dirais oui. Ouais. Et alors, vous avez vu aussi, étant une association de consommateurs, beaucoup de gens qui avaient réservé des vols, par exemple, et qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas se les faire rembourser simplement. Oui, ça c'est malheureusement une pratique qui fait partie à nouveau du business model des compagnies, c'est qu'il faut maintenir les liquidités. Pour maintenir les liquidités, comme ils n'ont pas d'aide d'État, qui n'ont pas d'être autres, eh bien les consommateurs deviennent les banquiers du secteur. Et donc ça veut dire qu'on tient les liquidités, on remboursera, normalement ils ont une obligation de remboursement dans les 7 jours, mais ils remboursent 2 semaines, 3 semaines, voire plusieurs mois plus tard. On est encore en train de se battre d'ailleurs avec Ryanair pour des remboursements d'il y a 2 ans. Donc faut imaginer qu'on est vraiment dans une situation particulière et ici c'est vraiment la catastrophe. C'est le chaos dans les compagnies. Ils ne répondent même plus. Brussels Airlines aujourd'hui ne répond plus aux mails, ne répond plus aux appels téléphoniques et on vous envoie éventuellement en anglais via un call center en Inde. Donc ça c'est la situation. Donc, c'est catastrophique. Donc ils ont d'une part très peu de liquidités, ils essaient d'en garder autant que faire se peut, mais ça, à mon avis, pas la solution la plus durable. Et 2, on a proposé aussi, par exemple, des bons de valeur aux consommateurs. À nouveau, c'est une espèce de crédit, de note de crédit que le consommateur signe en faveur si la compagnie existe encore. De la compagnie. Si la compagnie existe encore, et je le dis, demain, la compagnie tombe en faillite, c'est fini, au revoir l'argent du consommateur aura disparu puisqu'il n'est garanti par rien. À la fois, finalement, vous conseillez de demander les remboursements, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour le consommateur, mais c'est ce qui aurait le plus de conséquences néfastes pour les compagnies aériennes. On tire quelque part le tapis en dessous des pieds de la compagnie, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut envisager des aides d'État. Donc il y avait un plan en Belgique sur la table du gouvernement pour 260 millions d'euros en faveur de Brussels Airlines. Lufthansa a reçu 9 milliards, je crois, de l'État allemand. TuiFly a reçu de l'argent de l'État allemand. Pour le moment, Brussels Airlines est au milieu et n'a rien du tout. Et Ryanair se débrouille avec les moyens du bord. Ils sont plutôt positifs chez Ryanair, Mathéo. En tout cas, Michael O'Leary, il est toujours là. Il disait que lui, justement, il dit ne reçoit pas d'aide d'État, donc il dit on attaque. Parce que toutes ces compagnies reçoivent de l'argent
Ils disent c'est fausser le marché, nous on ne reçoit rien, on emprunte de l'argent en banque, mais on ne reçoit rien. Donc eux, peut-être qu'il gagnera en justice, d'ailleurs, il récupérera de l'argent. Il a déjà gagné régulièrement. Oui, ils ont déjà été condamnés aussi. Ils ont déjà été condamnés aussi, voilà. Ça fait partie. Mais ça fait partie du jeu. Exact. Alors, Céline, vous vouliez faire la différence entre voyage et tourisme. C'est peut-être pas la fin du voyage, mais c'est le début du tourisme, c'est ça? Non, justement, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui. Donc la question de base qui nous a été posée avant l'émission, c'était la fin des voyages, point d'interrogation. Alors, non, pitié, non, le voyage, c'est super important, c'est de l'apprentissage, c'est de l'ouverture au monde, c'est apprendre à se connaître soi, à connaître les autres, à connaître son environnement. Le voyage, ça fait rêver, c'est indispensable, je trouve, et intimement lié à l'espèce humaine, enfin, à tout ce qui fait notre humanité. Par contre, et c'est Jean-Philippe Ducard qui l'a dit, il parle de voyage de masse, et c'est là où il y a vraiment un mélange aujourd'hui entre deux termes qui ne sont quasiment plus devenus qu'un, c'est voyage et tourisme. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. En fait, le voyage, à la base, ça reste quand même une idée d'ouverture au monde, d'ouverture sur soi, de recherche quelque part, de se retrouver confronté à l'imprévu. Le tourisme aujourd'hui, c'est le contraire de l'imprévu quelque part. C'est à part peut-être ne pas savoir dans quel resto on va aller le soir, mais ça c'est pas vraiment de l'imprévu, qu'on soit bien d'accord. Et donc en fait, la fin des voyages, non, peut-être en fait justement le retour des voyages. Et là pour l'instant, on a parlé essentiellement de compagnies aériennes, mais il y a tellement d'autres façons de voyager. Il y a la Good Planet Foundation qui propose par exemple de calculer le bilan carbone gratuitement en ligne de ces voyages. Mais privilégions le train, privilégions le bus, absolument. Et dans l'idée, et ça c'est le problème aussi, c'est qu'on nous a vendu depuis un certain temps maintenant que pour s'échapper, il y avait besoin d'exotisme, il y avait besoin de partir loin pour être dépaysé, alors qu'on peut être tellement dépaysé, proche de chez soi. On peut aller à Louvain-la-Neuve par exemple. Oui, bah déjà, venez un soir de Casa le jeudi, vous verrez que ça n'a rien à voir. Mais on peut tellement ne pas aller spécialement loin et du coup prendre des moyens de transport qui sont plus respectueux, avec une logique plus éthique pour quand même se faire du bien. C'est humain de vouloir déconnecter. Mathéo Choukoulka, vous allez voyager autrement, vous? Mais moi déjà j'ai plus pris l'avion depuis plus de 2 ans je crois. Donc, mais d'abord je vais dire un truc, c'est que en fait c'est pas du tout humain de voyager, hein. C'est très occidental. La plupart des gens dans le monde ne voyagent pas en Asie, que ce soit en Afrique. Ils restent chez eux. Donc, l'immense majorité. L'immense majorité de l'humanité ne se déplace que très très peu, travaille et va autour de chez soi et s'arrête là. C'est très 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 occidental le fait de devoir qu'il faille aller loin pour se connaître et grandir. C'est très très. Il y a aussi l'idée de découvrir le monde. Oui, mais je veux dire c'est un romantisme occidental qui fait. Après je dis pas que c'est pas bien, mais l'humain peut vivre. De coloniser la moitié du monde. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, mais on peut vivre sans. Et c'est sûr que je pense que c'est aussi très très ancré dans ce qu'on apprend que justement il faut voyager. Et c'est vrai qu'il y a par exemple toute une partie de notre population qui tout d'un coup, comme elle ne peut pas voyager, tout d'un coup se sent mal. Mais c'est un truc que notre éducation nous a appris. Et en fait, je pense que c'est un peu un retour en arrière. Si on voyage moins, je pense qu'on ne s'en portera pas plus mal. C'est peut-être la fin d'un modèle, en tout cas d'un modèle majoritaire, un modèle de tourisme de masse, je suis d'accord. Hein. Et donc il y a des alternatives. C'est vrai, il faut pousser les gens à regarder, être un peu plus curieux pour leurs vacances. Mais parfois on se dit, ouais, je pars une semaine, je suis crevé, j'en ai marre, je prends une semaine, boum, tout compris, et je vais à l'autre bout du monde. Ça, c'était un réflexe quand même qui a été cultivé pendant les 10 ou 20 dernières années. Le cinéma est là-dedans, autre chose, voilà, où on te dit que si tu ne voyages pas, tu n'es personne. On peut aussi, quand on parle de ça va un peu à l'encontre de ce que vous disiez, parce que le cinéma, il est mondial, les films d'Hollywood, on les voit partout dans le monde. Oui, donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il montre cet attrait du monde, il existe partout. Non, parce que les gens n'ont pas les moyens dans la plupart de Alors ça, justement, sur les moyens et sur le prix du voyage, est-ce qu'on peut se permettre n'importe quel voyage? C'est pas évident, Céline, ça. Non, c'est pas évident. Et ce qui est surtout pas évident, c'est que du coup, les compagnies low cost et autres, aller se passer un week-end, je sais pas, à Rome pour 18 €, imaginons, mais évidemment, c'est tentant. Bien évidemment. C'est pas facile de choisir de voyager respectueux ou autre. Moi, ce que je souhaiterais profondément, c'est qu'en fait, on ne prenne pas l'avion chaque année. On prenne d'autres moyens, d'accord, et qui peuvent être tout autant accessibles. Alors, le problème, c'est que le train reste très cher pour l'instant.
ça c'est vrai. C'est parce que leur modèle managérial n'est pas du tout adapté. Ils préfèrent faire partir des trains souvent à vide. Peut-être que je me trompe. Oui, l'infrastructure aussi. Voilà, l'investissement en infrastructure est quand même plus compliqué que ça, mais alors mettons peut-être des choses en place de façon à démocratiser le prix du train et à en faire un moyen de transport plus privilégié, de faire une réelle concurrence à toutes ces compagnies low cost. Après taxer le kérosène, enfin ça une Oui, donc voilà. Donc je pense que effectivement le tourisme de masse, le voyage de masse, il est basé sur le fait que notamment les avions sont bon marché, sont devenus bon marché. Il faut revenir faire un tour en arrière. Il y a 20 ans, c'était super cher. Aller en avion, c'était réservé à une élite. Hein. Donc vraiment, ça oui, aller aux États-Unis, très très cher. Et donc le problème, c'est que le prix du kérosène est à son minimum historique. Il est encore plus ces dernières semaines puisque le prix des produits pétroliers a chuté. Donc voilà, et il n'y a pas pour le moment de mesure, de courage de la part des autorités pour dire bon, on va mettre le kérosène à son juste prix. Et le juste prix, celui qui reflète aussi notamment les dégâts pour l'environnement. Donc c'est sans doute une piste. C'est un secteur économique qui va beaucoup changer. Oui, qui va changer, qui doit changer. Et en plus, ce seraient des mesures antisociales, puisqu'évidemment, qui seraient les personnes touchées? C'est à nouveau, parce que les riches, ils continueront à pouvoir prendre l'avion. Bien sûr. Ça ne changerait pas grand-chose pour eux. Donc c'est aussi très difficile comme mesure où là on peut opposer écologie mais et imaginons sociale. Une taxe kérosène, on crée un fonds, on la réaffecte à un investissement dans l'infrastructure ferroviaire ou autre avec des alternatives. Le problème, c'est que l'infrastructure ferroviaire, on sait que ça prend plusieurs dizaines d'années avant d'en voir les effets. Donc c'est là sans doute. On aura certainement l'occasion de reparler de cette problématique. Oui. Alors notre troisième thème, notre troisième question, c'était cette image début de confinement, mais à quoi ça sert de stocker? Pourquoi est-ce qu'on stocke autant de PQ, de sucre et de farine? Quelle est finalement la mécanique chez le consommateur qui le pousse à stocker? Je vais me faire tirer dessus par ceux que je suis censé défendre, mais il y a eu football panique émotionnel, totalement irrationnel. Donc dès les premiers jours, oui, mais sur le papier hygiénique. C'est à cause de l'Italie? Attendez. Oui, ok, mais bon, je vais parler. Vous allez expliquer, Mathéouche. Le papier hygiénique, mais le réflexe d'aller faire des provisions comme ça, alors même qu'on est dans un pays où il y a une structure de distribution qui est énorme, qui peut déployer des moyens énormes avec des entrepôts qui sont pleins à ras-bord. Donc il y avait vraiment aucune. Et ça, je veux dire, moi je suis pas les copains de Comeos, mais Comeos ils l'ont expliqué dès le début. Le deuxième ou le troisième jour, ils ont dit, écoutez, il y a pas de raison de se précipiter dans les magasins, et certainement pas pour le papier hygiénique. Parce qu'il n'y a vraiment aucune raison rationnelle de faire ça. Donc, pour moi, ça a été vraiment. Est-ce que ça a été à nouveau des fake news, des hoax qui ont circulé? Pour moi, ça n'a aucun fondement. On n'a pas manqué de PQ, on a manqué de masques. Ils en ont manqué. Si, maintenant on en a manqué. Ah, si, en Italie, ils en ont manqué. Oui, mais le problème, c'est que la pénurie a créé quelque part un effet évidemment direct. C'est que un certain nombre de prix ont augmenté. C'est de notre faute quelque part, nous consommateurs. C'est qu'on a mis la pression sur la demande. L'offre n'a pas toujours répondu, en tout cas sur des produits de ce type-là. Oui. Et les prix ont grimpé. Donc nous, on l'a constaté. Donc voilà. Mais il faut se rendre compte de notre rôle aussi dans le mouvement. Hein. Oui. Et donc l'histoire du papier de toilette, c'est parce qu'en Italie, ils ont manqué de papier de toilette. L'Italie n'a pas le même réseau de distribution qu'on a chez nous. Et donc, il n'y a eu plus de papier de toilette, donc les gens se sont retrouvés sans. Donc il y a des histoires de papier journal, de trucs, voilà. Et donc, et comme ça, c'est un truc marquant et que ça a tourné sur les réseaux sociaux. Et puis en plus, après, il y a l'effet un peu, tiens, je vois quelqu'un qui achète plein de rouleaux de papier de toilette. Je le fais aussi. Bon, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je vais le faire aussi parce que ça veut dire qu'il se passe. Et après, les grands magasins sont tombés dans le piège parce que devant les caisses, ils ont commencé à mettre des grandes palettes de ces produits. Et puis on a vu ces images aussi où des gens se battaient pour les derniers paquets de PQ aussi. Et de toute façon, en période de crise, on voit qu'il y a toujours un appel. Oui, il peut y avoir un stock, mais il n'y a pas de. Je veux dire, on peut stocker un certain nombre de produits non périssables. C'est comme des gens sont allés retirer de l'argent. Il y a eu la crise, des gens sont allés retirer du cash. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a eu pas mal de. On le voit bien quand tu demandes au commerce. Mais ça a eu des effets très négatifs. Hein. Donc on a supprimé notamment les promotions aussi. Hein. Et donc ça a été pendant 15 jours, 3 semaines. Les produits frais ont commencé par flamber, mais aussi augmenter. Un simple yaourt a augmenté de 10-15%. Donc voilà, ça coûtait beaucoup plus cher. Oui. Céline Dieu. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut stocker. On peut stocker parce qu'on ne fait pas exprès et qu'on ne se rend pas compte qu'on a déjà 14 tubes de dentifrice à la maison. C'est mon cas. On stocke parce que c'est son caractère et qu'on aime bien avoir beaucoup. On peut stocker pour des raisons économiques, pour plein de trucs. Là, en l'occurrence, je pense que si les gens...
peut-être moi y compris, en tout cas pas du PQ, mais ont stocké, c'est face à la peur du lendemain, à plein d'incertitudes et en se demandant qu'est-ce qui se passe si jamais ces produits ne sont plus disponibles ? Comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je m'en sors ? Moi qui suis dépendant de ces chaînes de distribution pour pouvoir m'approvisionner. Et ça, c'est marrant. Mais du coup, c'est vraiment une idée qui a été développée dans les années 70 aux États-Unis. C'est le survivalisme. Et c'est incroyable à quel point, par exemple, sur Google et sur d'autres moteurs de recherche, c'est un terme, survivalisme, qui a été recherché au moment de l'annonce du lockdown. L'idée majeure du survivalisme, alors on a tous le cliché en tête de l'américain redneck avec son berger allemand prêt à flinguer du zombie. C'est plus ou moins dans ça. La forêt, hein. Dans son bunker, exactement. Aussi, sauf qu'en fait, ça a évolué et aujourd'hui, on parle de néo-survivalisme. Et c'est bête, mais avoir des allumettes chez soi en cas de panne de courant, c'est du néo-survivalisme. C'est juste être prêt et nous, essayer on avait notre organisation sœur en Grande-Bretagne, Which, a fait circuler une liste de biens, de produits de première nécessité. Il faut avoir chez soi. Le papier hygiénique n'était pas dedans, hein, donc ça c'est clair. Mais il y avait toute une série de choses comme ça, et donc voilà. Et il n'y avait pas les allumettes non plus, mais voilà. Il y a peut-être une autre hypothèse que vous n'avez pas évoquée, c'est que dans un épisode de confinement, quelqu'un tombe malade, il reste chez lui, il a besoin d'un minimum. Donc, et il ne peut pas bouger, et il ne peut pas sortir, et il n'a peut-être personne pour faire ses courses. Donc il y a aussi ça, en fait, on stocker un petit peu. Il y a une raison d'avoir un stock. Là, c'est peut-être une raison, mais c'est pas ça qui a traversé l'esprit des gens. Hein. Mais alors, proposition, pourquoi ne pas, dans la vie de tous les jours, essayer d'avoir à la maison toujours de quoi tenir une petite semaine, de façon à ce que justement, s'il y a une nouvelle pandémie, la petite liste, d'avoir certaines denrées où on est sûr que ça, c'est vraiment la base pour pouvoir tenir, et comme ça, si jamais il y avait une nouvelle pandémie ou autre, ça éviterait en fait de se rusher à. Et là, les autorités avaient un rôle à jouer aussi dans les campagnes d'information. Voilà, on va demander à Sophie Hulmès de sortir sa petite liste. Merci pour ce moment de réflexion sur la consommation des Bruxellois et des Belges en général. On se retrouve samedi prochain. On parlera de médias avec les leçons du Covid-19 en matière de médias avec Boris Portnoy. D'ici là, bon week-end. Il négociera